Quelqu'un comme Max Weber, lorsqu'il écrit Éthique protestante et Esprit du capitalisme, a montré que dans la religion, il y a une exigence pour la production, pour le travail, pour l'économie. Et donc, il n'y a pas seulement que ce culte qui consiste à dire qu'il faut se libérer du matériel, qu'il faut considérer que l'avoir constitue une culpabilité. Si nous voulons le sursaut industriel, il faut que l'État accepte le sacrifice du sursaut industriel en mettant les patrons dans de très bonnes conditions pour attirer davantage d'investissements étrangers directs ou indirects. La question de la prise en charge de l'industrialisation en Afrique n'est pas prise au sérieux. Moi, je crois. Il faut un leadership fort, il faut une détermination. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi savoir. Je voudrais terminer sur ça. C'est les débats sur les brevets. Personne n'en parle ici. Docteur, j'ai déjà évoqué ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de brevets qui sont tombés dans le domaine public, que personne ne sait. Quand on se compare au Rwanda, le rôle des femmes, parce que la révolution rwandaise a donné une place extrêmement particulière et singulière à la femme dans toutes ses instances. Les États-Unis, premier importateur au monde de produits, ouvrent les bras au Sénégal en disant « Vous avez plus de dizaines de milliers de produits que vous pouvez rentrer en duty free » et que le Sénégal se retrouve presque un des derniers de la classe, ne pouvant pas profiter de cela parce que nous manquons d'un plaidoyer fort. On a la capacité de faire de la tomate concentrée au 3e degré, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est ça le vrai problème, quoi. Parce que, voilà, quoi, le pays a des potentialités, le pays a la capacité, comme dit Michel Fall, au-delà de satisfaire ses besoins, d'exporter. C'est des choses qui sont très simples, des solutions qu'on peut trouver dans le pays. Pourquoi on ne les trouve jamais? On a un cadrage économique qui est totalement incohérent. Ce franc CFA, c'est un handicap à la compétitivité et on ne peut pas parler d'industrialisation sans faire le procès du franc CFA. C'est un ancien de la Banque centrale qui en parle. Une monnaie forte, rigide, c'est un anachronisme sur le plan économique et il n'existe pas d'exemple de pays au monde qui se soit développé avec cet arrangement monétaire. Ça n'existe pas. Je le dis, je le répète, ces nouvelles politiques industrielles, ces nouvelles politiques agricoles que nous avons suivies les yeux fermés par des héros de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme qui n'est pas appliqué dans leur propre pays, mais ça a donné le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Je voulais dire que quand on parle de nouvelles politiques agricoles, de nouvelles politiques industrielles, c'est quand même une extraordinaire vanité sur le plan intellectuel. Parce que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous dites on fait tabula rasa du passé et nous, on va vous expliquer comment vous allez développer votre pays parce que bien entendu, on est plus compétent et on aime plus votre pays que vous. C'est faux. Quand on me parle de politique industrielle, j'ai envie de rire. Est-ce qu'on a une politique industrielle dans ce pays? Quels sont les secteurs privilégiés? Il faut m'en citer un. Aujourd'hui, on est en train de définir une politique industrielle. Est-ce que vous êtes consulté? Moi, je vous pose la question. On est en train de choisir les secteurs qui vont faire l'industrie de demain. Est-ce que vous avez été consulté? Et tout ce que vous dites ici, la présentation de Victor, est-ce que ça figure dans le document? Ce n'est pas trop tard, je vous tends la main. Je pense qu'il faut que l'État s'approche de vous et qu'on essaie de bâtir quelque chose de nouveau. Sinon, on va refaire dans 20 ans, on ne va pas démarrer. Je pense que des réponses vont être apportées par M. Abdoulaye Ly, qui est le coordonnateur des projets industriels au ministère de l'Industrie. M. Ly. Bonjour, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci à Victor et à vous de m'avoir invité. En tant que personne ressource, je précise, j'ai le titre de conseiller technique au ministre de l'Industrie en charge de la coordination de projets industriels. Et à ce titre, j'avais pris l'option de ne pas parler comme Cheikh Yérim Seck
mais après, je me suis dit qu'il est peut-être bien de partager avec vous ce que fait l'État en matière industrielle actuellement. Ce serait utile pour la clarté du débat, en tout cas. Hein. Après tout ce qu'on a entendu de très très fort, hein, notamment sur la position du secteur privé, il est utile, je crois, de préciser cela. Première chose, les projets. Alors les projets, il faudrait comprendre que les projets sont définis dans une seule perspective maintenant. Depuis 1 an et demi, il y a une nouvelle feuille de route de l'État qu'on appelle le PAP 2A, comme programme d'action prioritaire, ajusté et accéléré, qui a été formulé à l'aune des leçons apprises de la Covid-19 sur l'impact économique. Et donc il y a des secteurs prioritaires qui partent de l'alimentation, la santé, la construction, globalement, quand je dis construction, c'est bâtiments et infrastructures de communication. Et globalement, et le numérique. Quand on analyse ces 4 secteurs, on se rend compte tout de suite qu'il y a une capture industrielle. C'est-à-dire tous ces secteurs prioritaires qui constituent la priorité de l'État ont une capture industrielle, vont se réaliser par voie industrielle. Ça, c'est le premier constat. Et donc, sur cette base, il y a une priorité qui est donnée à l'aménagement de zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, c'est des zones d'extraterritorialité qui ne sont pas régies par les lois du droit commun, disons. C'est des zones qui bénéficient d'un statut spécifique, adossées à un contrat de performance qui ont pour contrepartie des incitations spécifiques. Je donne 2 exemples. Pour les contrats de performance, on va dire à Babacar Ngom, vous voulez une zone économique spéciale pour sédiments, d'accord. Mais vous avez l'obligation, vous avez 2 obligations. De mettre sur un périmètre donné, ça peut être 100 mètres, vous avez l'obligation de mettre entre 5 et 10 employés. Vous faites travailler 10 ou 5 employés. Deuxième incitation, à la fin de l'année, vous payez 15% d'impôt sur le revenu, sur le bénéfice, au lieu de 30% sur le droit commun. En contrepartie maintenant de cela, vous êtes tenu à une performance. C'est-à-dire que vous exportez au moins 50% de votre production. Ça c'est une obligation. En plus des incitations, on vous donne des incitations fiscales, bien entendu, vous ne payez pas de TVA. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Et puis, vous avez l'obligation aussi de mobiliser au moins 500 millions de francs CFA pour votre investissement. Deuxième projet, les agropoles. Les agropoles, comme on dit en Suisse, de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire, c'est tout l'écosystème agrégé de 12 utilités pour l'agriculture. On aménage un champ, vaste comme le territoire de Dakar, on met dedans les 8 métiers de l'agro-industrie. L'aménagement, l'irrigation, le stockage, la recherche, la formation, l'habitat. Et le trait d'union est créé tout de suite dans le même espace avec la transformation, puis la vente sur les marchés nationaux et marchés internationaux. C'est ça les agropoles. Il y en aura 3, a priori, dans la feuille de route du PSE. Un à Casamance, dans un endroit qu'on appelle Adéan. Les études sont terminées. Et je veille à partager ça, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, avec le secteur privé, en commençant bien sûr par ici même, au Club des investisseurs. Il y en aura un deuxième dans un endroit qu'on appelle Dia, à Kaolack, qui sera spécialisé dans l'arachide, qui connaît un nouvel essor. Hein? L'arachide, le sel et les céréales. Je rappelle que l'Agropole Sud sera spécialisé dans l'anacarde, les mangues et tous les produits spécifiques, les produits forestiers non ligneux, comme les mades, beaucoup de produits et fruits et légumes. Troisième projet, écosystème de la construction. C'est un projet industriel qui a pour objet de rendre disponible tout l'écosystème industriel de la construction. Les professionnels du bâtiment disent qu'au Sénégal, quand vous construisez une maison, vous importez 70% des matériaux, de la valeur financière de la construction. 70% import. Ce n'est pas acceptable quand on constate, comme l'a fait le cabinet McKinsey, qu'il y a un triangle au Sénégal qui part de Dakar jusqu'à Tambacounda, Matam, qui descend vers le sud, à Sédhiou, et qui remonte à Dakar. Dans ce triangle-là, vous avez les 15 utilités de ressources minérales pour faire le bâtiment.
C'est-à-dire vous avez le calcaire, vous avez le phosphate, vous avez l'alménite, vous avez l'aluminium, vous avez le fer, vous avez. Donc on s'est rendu compte qu'il y a toutes les ressources minérales pour construire du ciment, pour faire du ciment, pour faire de la peinture, pour faire le fer à béton, tout cela existe. Et à côté de ça, vous avez des écoles d'ingénieurs. Je vais y revenir. C'est pas forcément une chose absolue. Parce que là aussi, je vais y revenir. Donc c'est ça l'écosystème de la construction. Construire une plateforme unique ou dispersée au Sénégal dans laquelle il y aura toutes les utilités pour la construction in situ, à l'intérieur du Sénégal, sans importer un seul clou. C'est possible au Sénégal au regard de nos ressources stratégiques, minérales et surtout des écoles qui existent. Troisième projet, les plateformes industrielles. Je ne vais pas être très bavard là-dessus. Vous en avez le meilleur exemple, c'est Diamniadio, la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio qui a une vocation multitâche. Mais à côté de ça, il y aura des plateformes industrielles dédiées à des secteurs précis. Quatrième projet, et celui-là, on me l'a confié particulièrement dans le plan Sénégal émergent, c'est le hub minier. Je viendrai partager ça ici avec vous également parce que j'ai besoin de votre adhésion, l'adhésion du secteur privé. Hub minier, en Afrique de l'Ouest, il y a 87 mines en exploitation, en fonctionnement. Et toutes ces mines recourent à l'extérieur de l'Afrique pour acheter leur équipement et la plupart des services qu'ils utilisent. Le cabinet McKinsey qui a conçu le plan Sénégal émergent a dit, mais le Sénégal peut se positionner en un centre où on va faire le montage, la fabrication de ces équipements, de ces outillages. Et sur cette base naquit le projet d'aménager un parc industriel dédié au matériel minier en vue d'être exporté en Afrique de l'Ouest. Dernier point, dernier projet, Pharmapolis. Alors Pharmapolis, c'est une leçon apprise de la Covid. Pharmapolis, c'est un projet, c'est un parc industriel dédié à la fabrication de médicaments et de biens parapharmaceutiques. Il sera érigé à Diass, en face de l'aéroport de Diass, et qui est porté par des Sénégalais. Là aussi, c'est important de le souligner, porté par des Sénégalais. Moi, en tout cas, j'y veille et jusqu'ici, j'ai le soutien de ma hiérarchie pour que ce soit porté par des Sénégalais en vue de garantir la souveraineté. Parce que dans l'administration, ce qui est dit ici mérite aussi une clarification. Moi, je me rends compte que dans l'administration, il y a deux écoles quand on parle de souveraineté. La première école, celle qui dit que pourvu que le produit existe. Ce qui est bien, c'est que le produit existe et qu'il soit consommé. La deuxième école, et je revendique ma place dans cette deuxième école, c'est de dire non. Si on veut la souveraineté, il faut que ce soit porté par les Sénégalais. Pour une raison simple. Parce que le Sénégalais, quand il produit ici, dans l'objectif de souveraineté, il a moins d'occurrences de délocaliser. Il a moins d'occurrences d'exporter ses ressources. À l'inverse de l'étranger qui viendra et qui va dire que si je n'ai pas ce qu'il vaut, je vais ailleurs. Donc ça, c'est une démarche aussi de rationalité économique. Maintenant, après qu'on a fait ça, le président de la République a demandé l'actualisation de la politique industrielle, dans lequel programme travaille de manière très précieuse pour nous notre collègue Moubarak Lo, qui nous apporte un travail remarquable, un appui remarquable à travers son agence, le Bureau de prospective économique. L'actualisation de la politique industrielle, c'est que la politique industrielle a été conçue en 2013. En 2013, il n'y avait pas tous ces prospects qu'on constate aujourd'hui. Il n'y avait pas le pétrole et le gaz, il n'y avait pas les nouveaux arrangements internationaux en matière d'environnement, et il n'y avait pas cette exigence forte de souveraineté alimentaire, il n'y avait pas également la maturité du dossier de la zone de libre-échange continentale. Donc le président a demandé l'intégration de ces facteurs-là dans la politique industrielle. Les conditions, comment on va y arriver? De mon point de vue, et ça n'engage que moi, les réformes conditionnelles. Mon grand frère Mabousso Thiam a dit tout à l'heure que la réforme monétaire, il a dit ancien de la BCEAO. Moi aussi, mais moi je suis actuel de la BCEAO. Donc je ne serai pas bavard là-dessus. Je l'ai vu, il a guidé mes premiers pas à la BCEAO. Je le salue au passage. Alors il y a les réformes conditionnelles dans la pharmacie. Si on veut être autonome dans la pharmacie, il faut améliorer les délivrances d'autorisation sur le marché. Cela a amené des industries qui étaient installées ici à repartir.
Il faut améliorer l'actionnariat dans la pharmacie. On dit que 51% des industries pharmaceutiques doivent être détenues par des pharmaciens. Ce n'est pas une bonne chose. N'en déplaise à mon grand frère Daoud Cham. Ce n'est pas une bonne chose et ça, beaucoup de pays ont réformé cela. L'autre aspect, c'est le foncier. Le foncier. Je ne serai pas bavard là-dessus, vous connaissez mieux que moi. Il y a un rapport qui a été remis au président de la République. Il ne semble pas être content de ce rapport-là. Il dit que ça ne lui convient pas. Et puis le travail va être repris par le comité. L'articulation du capital humain, c'est une réforme fondamentale. L'articulation, on dit que les Sénégalais, ils sont brillants, oui, on a parlé de ça. Mais moi, je constate une chose. J'ai été directeur de la promotion des investissements du Sénégal. Et un de mes constats forts, c'est qu'on n'a pas le capital humain articulé à nos besoins. Ça, c'est fondamental. Parce que, simplement, j'ai remarqué plusieurs fois, et l'exemple qui m'est revenu le plus frappant, j'ai passé 1 an à aménager, à aider une entreprise à s'installer dans le parc industriel. C'est Wakar qui fabrique des terminaux de paiement. Quand il s'agit de passer à l'usine, on s'est rendu compte que le Sénégal n'avait pas de spécialiste de la monétique. Je ne savais pas. Il a fallu aller en chercher à Orléans. On s'est rendu compte que le Sénégal n'avait pas suffisamment de cadres moyens. Parce que l'investisseur, lui, il ne veut pas souvent des ingénieurs. Ça lui coûte cher. Il dit qu'il veut des métiers intermédiaires. On n'avait pas mis le curseur sur ces métiers-là. Troisième réforme, le dialogue public-privé. Il y a une nouvelle loi PPP qui consacre l'obligation de confier une partie de l'actionnariat des projets PPP à des Sénégalais, 25% au moins. Il y a une incitation pour des entreprises candidates dans des marchés PPP à recourir à la sous-traitance et au partenariat avec des locaux. On vous dit c'est un dialogue compétitif. On vous dit vous venez, vous voulez un marché PPP, d'accord. Mais attention, dans la concurrence, dans les dossiers que nous allons examiner, nous allons retenir l'entreprise qui s'engage le plus à faire travailler des nationaux. Et enfin, la maturité des projets. Ça, c'est un problème au Sénégal, mais fort heureusement, qui est très bien pris en charge, de mon point de vue, par le nouveau ministre de l'économie. Il avait compris, j'ai remarqué chez lui qu'il a de la suite dans les idées. Premièrement, il n'était pas d'accord quand il était directeur général du FONSIS avec tout ce qui se faisait en matière de PPP. Quand il a eu l'occasion de changer, il a changé la loi. Ça, c'est le mérite qui lui revient. Deuxième chose, il a considéré toujours que la maturité des projets, c'est un instrument pour leur mise en œuvre. Il ne s'agit pas de donner des idées de projets. Il y a beaucoup de projets qui ne font pas l'objet d'études et qui sont posés sur la table. Ça n'intéressera personne. Et lui, il s'est battu à travers le ministère de l'économie pour mettre en place un fonds d'impulsion de 60 milliards. Ça, c'est une avancée. Maintenant, dernière chose, c'est une adresse au secteur privé. Si le secteur privé veut vraiment, et ça c'est une obligation d'ailleurs pour l'État de les aider à cela, parce que le rapport secteur privé, secteur public, il est un peu faussé par ce dialogue de sourds que moi je vois tout le temps. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Mais il y a quand même, quel que soit, sans préjudice des autres mesures, il y a une nécessité pour le secteur privé d'organiser sa veille économique. C'est-à-dire de savoir où sont les opportunités, de savoir quelles sont les procédures, de savoir, comme l'a dit le ministre Sarr tout à l'heure, qu'il y a des brevets qui sont tombés dans le domaine public, de savoir quels sont les axes de partenariat avec l'État. Et ça, c'est un grand chantier sur lequel on peut construire de nouvelles relations. Voilà, merci. Merci beaucoup Abdoulaye pour ces éclaircissements. Je crois qu'il y a une question qui est fondamentale. Je pense que nous avons besoin dans ce pays d'avoir des fonctionnaires qui agissent de la sorte, qui pensent de la sorte. C'est peut-être une exception parce que ce n'est pas souvent le cas. Chacun d'entre nous peut le dire. Moi, je suis sur le retour sur le Sénégal. Je peux donner des exemples. Pour un seul document, vous pouvez faire le tour de la terre. Vous ne trouvez pas d'interlocuteur. On vous dira que le dossier est perdu. Vous reviendrez, etc. C'est vraiment, ça donne le tournis. La seconde chose aussi, je pense qu'il est important de dire, il faut associer toutes les parties prenantes dès le départ. On ne peut pas mettre en œuvre une politique industrielle, une politique quelle qu'elle soit, d'éducation entre l'éducation et l'emploi, la formation professionnelle, etc., sans inventorier tous les acteurs, quels qu'ils soient, d'ici et de la diaspora. Les cadres qui vous manquent, Sénégalais, ils sont dans la diaspora. Avec une politique d'incitation, on peut les faire revenir. Donc je pense qu'il y a véritablement un ensemble de choses qu'il faut mettre en place
pour qu'au-delà d'une vision qui est partagée, de dossiers qui sont partagés, de concertation permanente, pas de manière ponctuelle, avoir des mécanismes de concertation, c'est pas à la veille du 1er mai, il faut de manière constante, même si c'est 2 fois dans le mois, avoir différentes structures, différents mécanismes de concertation qui permettent d'aller vers véritablement le véritable challenge qui est celui de la mise en œuvre. Je voudrais donc tour à tour donner la place à Bademba et après à Dembaka et ensuite on verra. D'abord, je suis un peu déçu parce que je me rends compte qu'il y a 30 ans, j'entendais la même chose. Je me demande qu'est-ce qui a changé au Sénégal, puisqu'il y a 30 ans, tout ce qui est dit là, on l'a dit. Ça, c'est un des problèmes qu'il y a dans ce pays-là et je pense que c'est Yérim qui en a parlé. Et je pense également qu'en plus de cette structure lignagère, il y a une petite conception que je vois un peu dans notre population partout maintenant. C'est la croyance que si on épouse 9 femmes le 1er janvier, on aura un bébé le 31 janvier. Alors que Dieu ne cumule pas, il y a un processus à suivre pour faire un bébé. Et je pense que ce désir de raccourci pose un grave problème dans nos pays. Et c'est pourquoi on n'a pas de concentré de tomates. Oui. Quel est le gain politique immédiat pour des élections locales d'avoir des concentrés de tomates? Nul, zéro. Quand il n'y a pas d'intérêt politique immédiat, je pense que l'État ne bouge pas. Quels que soient les discours qu'on a par ailleurs. Je pense qu'on est mu dans ce pays et dans beaucoup de pays d'ailleurs que par l'intérêt politique immédiat, c'est-à-dire la prochaine élection et le mur qui bouge tout. Et je pense que ce manque de perspective également se pose. Et je suis d'autant plus malheureux de le dire que nous, de notre génération, de toutes les générations, j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas le pouvoir, on a ce discours stratégique, mais dès qu'on y arrive, apparemment, quelque chose fait que on n'a comme limite que la prochaine élection. Et je pense que ce manque de... Je n'avais pas de profondeur pour voir ce qu'il y avait avant, mais ce manque de perspective stratégique pose un peu problème dans nos pays. Et je pense que des pays comme le Rwanda, peut-être, se sont dit que autant penser dans 40 ans, 50 ans, plutôt que l'horizon... Moussa Seck, qui est un agronome, je ne sais pas s'il est là, dit toujours que la différence entre 2 pays, c'est le temps que l'individu passe pour chercher à manger. Plus ce temps est long, moins ce pays se développe. Parce que le gars n'a pas de capacité à faire autre chose qu'à chercher à manger. Et dans nos pays, je pense que nous passons beaucoup de temps en moyenne à chercher à manger. Et il dit, dans un pays de 16 millions d'habitants, si on ne produit pas 16 millions de céréales, carottes, pommes de terre, tout ça, que ça fasse 16 millions, on va passer beaucoup de temps à chercher à manger. Et j'espère qu'un jour, peut-être que Moussa Seck pourra également venir parler de ces choses-là. Il y a 40 ans, peut-être que tu as porté un jean de Sive. Je ne sais pas si tu te rappelles de Sive. Chaque fois que je passe devant Sive, quand tu sors de Ben Tali pour aller sur Bourguiba, maintenant je crois que c'est devenu une sorte de get house là, il y a des appartements, on y fabriquait des jeans. Et ces jeans-là étaient exportés, c'est-à-dire on a été exportateur de jeans. Tout ça, on ne l'a plus. Je pense qu'il y a une sorte de mystère qui entoure le Sénégal qui fait que voilà, tout ce qui était bien finalement s'est détruit. Et les hommes qui sont là maintenant, c'est-à-dire vous, moi là, toi là aussi, je crois que nous avons raté notre mission, au fond. Et je suis un peu malheureux de le dire. Je pense qu'on a raté une mission lorsqu'on a eu des potentiels énormes et que finalement on se retrouve à courir derrière les gens qui n'avaient pas ce potentiel-là avant. Et je pense que ce NEP-là, on doit le faire nous aussi et nous regarder en face et nous dire pourquoi nous ne réussissons pas. C'est pas seulement de dire, monsieur dit, oui, vous avez dit des choses importantes, mais pourquoi McKinsey doit venir nous dire où se trouvent nos recherches? Pourquoi McKinsey? Il n'y a aucun Sénégalais qui est capable de nous dire que nos recherches ne se trouvent pas. Parce que des choses, ou bien McKinsey est venu avec des experts étrangers, et je ne peux pas croire qu'ils soient mus par un développement, ou bien McKinsey est venu à recruter des experts nationaux.
Je me dis pourquoi on n'a pas pris directement ces experts nationaux. Il y a ces choses bizarres, quoi. Voilà, maintenant appartenant à cette organisation dont on a parlé, et je termine par là, je pense qu'on a un problème de confiance et un problème de délégation de ce qu'on ne sait pas faire. Quand on négocie avec ces institutions, je pense qu'on n'est pas obligé d'y envoyer des fonctionnaires. Je ne pense pas que quand on négocie un crédit de 200 milliards pour faire de l'industrie, il vaut mieux amener devant le bailleur les industriels pour qu'ils négocient que des fonctionnaires pleins de bonne volonté comme moi ou d'autres qui ne comprennent rien. Et ça, je pense également, ça fait partie des choses, et j'espère que toutes ces personnes-là, il l'a dit M. Ly, quand on va discuter maintenant de choses très sérieuses, c'est ces gens-là qui vont discuter, et non le fonctionnaire qui vient seulement parce qu'il est fonctionnaire. Voilà, merci. Merci. Pour rebondir un peu juste sur le dernier exemple qu'il donne, beaucoup de pays aujourd'hui, lorsqu'ils ont, en tout cas sur le Maroc c'est vrai, je peux en citer d'autres, quand ils vont à l'étranger, dans les délégations, l'avion aux 3/4 est rempli par des industriels et des hommes d'affaires. Dembaka. Ah oui. Merci, Monsieur Silla. Dembaka a dû m'aider, parce que moi, je ne suis pas industriel, pour que je puisse parler. Merci beaucoup pour l'invitation de Monsieur Ngom. Je m'appelle Cheikhou Oumar Sy, je suis ancien parlementaire. Et je pense que je suis le seul parlementaire, même ici, dans cette salle. Et j'ai retenu un terme très intéressant, c'est État stratège. Je pense que dans la discussion, la chose qui manque le plus, c'est comment vous influencez les politiques publiques. Aujourd'hui, je ne vois pas. J'ai été parlementaire, je n'ai jamais vu le club des investisseurs, qui est né juste avant la fin de mon mandat, CNP, CNES, venir à l'Assemblée nationale, voir les parlementaires pour influer les lois, le code des investissements. J'ai jamais eu de discussions avec le secteur privé sur le code des investissements. Aujourd'hui, j'ai participé à la rédaction du code minier. J'ai pas vu les industriels sénégalais, à part peut-être Necotrans qui a eu des problèmes, et on les a aidés sur ça. Et j'ai pas vu quelqu'un, quand on a essayé de voir sur la loi sur les hydrocarbures. J'ai participé à la rédaction sur le contenu local. Ça, au moins, j'ai vu qu'il y a eu des échanges un peu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, avant de parler d'industrialisation, il faut régler les problèmes à l'amont. Il faut discuter sur les lois que nous sommes en train de voter. Quelles sont les lois qui sont en train d'impacter les industries sénégalaises, l'entrepreneuriat sénégalais? Il faut visiter ces lois-là avant même de parler d'industrie, parce que la mise en œuvre de ces industries aussi répond à des lois qu'on vote à l'Assemblée nationale. Et si aujourd'hui, le club des investisseurs, par exemple, n'a pas un réseau des parlementaires pour porter leur avis auprès des ministres ou auprès de l'État, ils subissent des lois qui ne sont pas des fois conformes à ce qu'ils veulent faire aujourd'hui au Sénégal. D'où l'intérêt d'avoir un rapport direct avec les parlementaires sur tous les projets de loi que l'exécutif est en train d'envoyer à l'Assemblée. Parce que des fois, et c'est là où je titille un peu mon grand frère Abdoulaye, il a fait l'exposé, mais l'exposé n'a pas été inclusif. C'est-à-dire que l'État veut faire ça, ça, ça et ça, mais l'État, avant de faire ça, ça, ça et toute cette cartographie-là, devait inclure les industriels pour qu'ils aient, est-ce que c'est pertinent de le faire dans tel endroit, ou est-ce qu'il fait le pertinent dans tel endroit, ou est-ce qu'il est pertinent ou pas. C'est aux industriels d'identifier et de voir les capacités, et c'est à l'État de les accompagner par rapport à une vision commune. Mais si vous décidez d'abord, et si les industriels ne suivent pas, il y a problème. Donc c'est cette nécessité de pouvoir... Donc je citais un peu, il y a les lois sur le code des investissements, des hydrocarbures, sur le contenu local, la loi foncière, la loi sur les PPP. Toutes ces lois-là doivent forcément avoir l'avis des industriels sénégalais avant d'être votées. Et c'est important d'avoir ce rapport-là et ce dialogue-là avec les parlementaires souvent, qui peuvent être vos relais sur ces questions-là. Et c'est pourquoi je me posais la question, quel est le niveau de lobbying du CIS auprès du Parlement? C'est important, c'est du lobbying. C'est important que ce lobbying-là existe. Aujourd'hui, on a aussi les DAC et les PRODAC. Si on y prend garde, l'État va échouer. Moi, j'ai visité le champ de monsieur Ngom, mais je me suis dit que l'État doit, normalement, en mettant les DAC,
devait avoir un contrat de PPP avec les Sénégalais. De passer, par exemple, moi j'investis en tant qu'État, vous donnez 25%, et moi, État, je donne 75%. Et on inverse la tendance, et je me dessaisis, ou moi, je retiens 15%, et vous avez 85%. Et c'est détenu carrément par des Sénégalais. C'est toute la chaîne industrielle qui va se mettre en place. Les DAC et les PRODAC, moi j'ai trouvé que c'était un excellent projet, mais là où j'ai trouvé que ça a failli, c'est parce qu'on n'a pas associé dans les contrats de PPP les industriels sénégalais pour qu'ils s'approprient eux-mêmes après ces projets-là. Et puis, Diamniadio a été construit, on a mis beaucoup de milliards, mais il n'y a aucun marketing territorial de Diamniadio. Aujourd'hui, le CIS doit, moi je donne juste des solutions, doit avoir au moins une annexe à Diamniadio pour influencer sur les ministères qui travaillent là-bas, avoir en permanence de relationnel, parce que Diamniadio est là, ne disparaîtra pas. Donc, au moins, les industriels sénégalais doivent être au courant de tout ce que ces ministères-là sont en train de faire et de discuter en permanence par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Sur les industries extractives, ça c'est extrêmement important. Le Sénégal va vers ces échéances-là et c'est important. Le secteur privé sénégalais doit mettre un fonds privé d'investissement sénégalais dans le secteur extractif. Il est inimaginable qu'on parle d'industrialisation au Sénégal, surtout dans le secteur agricole, et que les ICS Indorama les détiennent. Vous ne pouvez pas avancer. C'est-à-dire que 200 milliards sortent de ce pays-là avec les Indiens pour qui visitent les ICS et on parle de notre secteur agricole. Et c'est incohérent, c'est totalement incohérent. On a tué Senchim pour faire profiter à d'autres de notre phosphate et on veut faire notre agriculture. Il faut que quand même le club des investisseurs sénégalais puisse parler au président. On lui dit ça ne peut pas continuer, on ne peut pas développer l'agriculture, aller amener de l'engrais de l'extérieur alors qu'on a du phosphate ici, on avait Senchim. Ça n'a pas de sens. Il a parlé du hub minier. J'étais à Sudbury, je le disais à la dame tout à l'heure. Sudbury, c'est une ville qui en 70, quand vous survolez, vous ne pouvez pas voir la ville. Je suis allé là-bas en 2017, jusqu'à la fin de mon mandat. Mais Sudbury est un hub minier. Vous avez les écoles de formation pour les jeunes qui sortent, vous avez la pratique directement, je suis allé dans un sous-sol. Je ne le cache pas, j'ai fait du lobbying. J'ai fait le lobbying auprès du maire pour que le président de la République devienne le président d'honneur de la ville de Sudbury. J'ai fait les notes, j'ai amené à la présidence et tout. Ils ont envoyé la note des États-Unis, du Canada, à l'ambassade. Je rencontre le président de la République, il me dit j'ai rien reçu. Alors que j'étais parlementaire. Mais Sudbury, c'est le hub minier par excellence. Et donc, c'est ça un peu la difficulté de l'administration qui ne fait pas le follow-up pour des projets, alors que c'est l'État qui nous a envoyé là-bas, on a fait des notes, on a fait des présentations. Mais les industries extractives, je dis, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il faut que le secteur privé ait un fonds d'investissement pour ce secteur extractif-là. Ça, c'est un. Nous ne pouvons pas développer le projet GTA sans la Mauritanie. S'il y a le club des investisseurs sénégalais, il faut qu'il y ait le club des investisseurs mauritaniens. Pourquoi? Parce qu'il faut une coopération bilatérale entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans le contenu local, les industries sénégalaises, les entreprises sénégalaises auront du mal pour lever du fonds. Mais si vous avez une coopération bilatérale d'un contenu local entre le Sénégal et la Mauritanie, qu'ils s'entendent, on met un fonds commun et là, lever des fonds pour appuyer les industries sénégalaises ou mauritaniennes ensemble va avoir du sens pour ne pas laisser. Mais ce n'est pas l'impact seulement dans l'industrie extractive, mais tout autour, on vit avec des terres qui ne sont pas encore utilisées. Donc, indirectement, c'est investir sur la production agricole de ces terres-là. Là où je ne suis pas d'accord avec le président de la République, c'est son Conseil national sur le contenu local. Je ne suis pas d'accord. Et je lui ai dit, il faut une agence de régulation du contenu local, avec la direction minière et la direction des hydrocarbures, pétrole et gaz, une direction RSE, et on longe le fonds là-bas pour qu'à l'image de l'ARTP, les industries auront au moins là où trouver des fonds solides et appuyés pour qu'on puisse les investir dans les sociétés sénégalaises et les accompagner pour l'achat de matériaux. Et je vais terminer avec les infrastructures routières. Bon, j'ai été le coordinateur
sur cette histoire d'autoroute à péage, on s'est un peu battu avec FHNAC, il y a 25% qui est ouvert aujourd'hui. Quand on a commencé ce combat sur l'autoroute à péage, chacun m'appelait en me disant, Cheikh Omar Sy, ne perds pas ton temps, on ne va pas changer le contrat. Le contrat commence à être changé, 25% du capital va être ouvert. Comment aujourd'hui le club des investisseurs va se positionner, parce qu'il n'y a pas d'industrialisation sans infrastructure routière adéquate, et ça fait un gain de temps important. Les droits de douane sont exorbitants. À chaque fois que l'État se targue de dire on a levé 1000 milliards, ça pose problème. Parce que ça veut dire que vous avez posé autant de problèmes pour les industriels dans tout ça. L'encours de la dette. Mais il y a deux choses qu'il faudra aussi régler. Excusez-moi. C'est que la DGID ne doit plus exister. Elle doit être la DGI, parce que ça crée beaucoup de problèmes au niveau foncier. La DGID, c'est un problème fondamental pour ce pays-là. C'est à cause de là on a beaucoup de choses qui se passent en termes de corruption foncière et tout ça là. Et moi, je plaide toujours. Et pour terminer, il faut qu'à 16 ans, que le Sénégalais ait son bac. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on continue à faire de nos jeunes qu'ils mémorisent tant de choses dans la tête alors que ça ne leur fait absolument à rien. Allons vers l'essentiel. À 16 ans, s'ils ont leur bac, s'ils ont des formations professionnelles, au moins à 20 ans, ils sont opérationnels. Après, ils deviennent performants et au fur et à mesure. C'est l'exemple que j'ai vu en Allemagne, où on investit plus de 300 métiers qui sont des formations. Et là, vraiment, c'était ça un peu ma contribution dans le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Omar, là, vraiment, moi, je vais lui servir un honorable. Hein. Lui, il mérite le titre d'honorable. Voilà, c'est les députés qui ne dorment pas à l'Assemblée, qui ont de la réflexion, qui ont des ambitions pour le pays. Bravo, honorable. Une dame, après on va... Madame. Bonjour à tous, c'est juste une petite contribution. Merci à Victor de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je m'appelle Fatili, je suis designer et entrepreneur. Alors, je m'active dans le domaine de la céramique, plus précisément dans l'art de la table. Malheureusement, je produis essentiellement à l'étranger, mais je vais y remédier très bientôt. Je voulais d'abord rebondir sur ce que M. Lo et M. Lee ont dit, et M. Sall aussi. Il faut savoir que l'industrie céramique dans le monde consomme 54% de la production de zircon dans le monde, et le Sénégal, à l'horizon 2023, se projette d'être le 3e producteur mondial. Alors, on a parlé beaucoup de transformation, on a parlé de ressources. Moi, sans zircon aussi, je ne peux pas produire localement. C'est ce qu'il faut savoir. Sans la poudre de zircon, je ne peux pas faire naître une petite industrie localement. C'est-à-dire, si aujourd'hui je veux travailler au Sénégal et pouvoir produire localement, toutes les ressources sont là, on l'a dit tout à l'heure, et ça a été dit depuis très longtemps, tout est au Sénégal. Nous avons de nombreuses argiles et nous avons des ressources qui peuvent nous permettre de pouvoir produire des émaux locaux, et sans transformation, une industrie céramique locale ne peut pas naître. Je serai obligée d'importer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je voudrais revenir sur la formation professionnelle. En tant que designer, il faut savoir que les grandes écoles de design ont été formés à partir de formations professionnelles et de formations artisanales. Donc moi, je me tourne aujourd'hui vers les écoles de formation professionnelle comme l'école de Delafosse, qui il y a une dizaine d'années avait 20 apprenants en céramique. Aujourd'hui, ils en ont 2, niveau CAP, niveau BEP. Donc il faut savoir que la formation professionnelle est très importante et cruciale, et aussi va contribuer aussi à ma production locale, à ma petite industrie locale. C'est tout ce que je voulais apporter comme contribution. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est les hommes et les femmes d'action. On va prendre un FDS et puis voilà, au fond, vous vous rapprocherez après. Merci. Mamadou Ndiaye du groupe Immédiat, directeur de la communication, du numérique et du pôle édition. Voilà, donc tout le groupe vous salue et salue également cette initiative. J'ai un ami, merci monsieur l'ambassadeur, j'ai un ami qui est décédé il y a 8 ans, très haut fonctionnaire sénégalais qui a sillonné le continent et qui est mort il y a 8 ans, donc comme je l'ai dit, mais qui était un expert des télécommunications. Il a eu le bonheur et la chance d'assister au début de la réaffirmation de l'identité du Rwanda.
Et il a gardé un élément, et je voulais partager ça avec l'assistance. Il a dit, quand les travaux de réorganisation donc, du Rwanda devaient commencer, je pense que le président aurait dit qu'aucun exemple extérieur ne soit évoqué ici parce que nous sommes en train de construire notre pays à partir de notre vécu nous-mêmes. Autrement dit, pas de Malaisie, pas de Bangladesh, pas de Pakistan, pas de quoi que ce soit. C'est eux, entre eux, qui ont bâti ce que nous sommes en train d'admirer aujourd'hui en tant que Sénégalais ou bien en tant qu'Africains sur ce qui se fait au Rwanda. Je pense que ça mérite d'être salué. Cessons d'aller exporter des exemples. Partons de ce que nous vivons. Personne ne peut connaître mieux que ce que nous vivons. Et c'est à partir de cela, de ces contraintes, nous pouvons maintenant repartir pour un décollage. Je ne dis pas que je suis sourd à ce qui se fait ailleurs. Je ne dis pas que je suis aveugle à ce qui se fait ailleurs. Non. Mais si nous passons notre temps à modéliser des exemples qui se passent ailleurs, je pense que nous mettons le pied sur au moins le potentiel que nous avons. Je crois qu'il est possible de le faire de cette façon. Mademba a dit tout à l'heure, et ça je l'appuie fortement, que quand j'ai écouté tout le monde, j'ai eu l'impression que j'étais dans les années 80. Jeune journaliste, je voyais de jeunes experts sénégalais très brillants, puisque le mot brillant a été prononcé ici, très brillants qui essayaient de tracer justement des plans sur la comète. Mais de 1980 à aujourd'hui, j'ai eu l'impression de n'avoir même pas bougé de la salle, parce qu'on parlait de les mêmes choses. Il faut qu'il y ait également de ce point de vue-là un autre déclic, une autre façon de percevoir les enjeux, les problèmes, mais en partant de ce que nous vivons et de ce que nous savons faire. Ce sont les exemples extérieurs, c'est ça qui nous inhibe. C'est ça qui nous inhibe. Nous avons voyagé partout, nous avons été partout. Il y a même des Sénégalais qui se rencontrent dans les avions ou bien qui se rencontrent dans les aéroports et qui encore repartent vers d'autres destinations. Mais après, quand ils reviennent au Sénégal, chacun se suffit justement à sa petite semaine en restant dans sa famille avec justement son environnement amical. Mais ça doit suffire. Cessons ça et regardons autre chose. Parce que regardons nos mamans, regardons nos sœurs. Aujourd'hui, elles sont même projetées vers des tentations insoupçonnables et indicibles. C'est ça que nous devons regarder. Si nous ne voyons pas ça, si nous ne regardons pas qu'aujourd'hui, à la limite, nous faisons un recul, c'est très dangereux pour le pays. Le deuxième aspect sur lequel je voulais insister et qui est extrêmement important aussi, en tout cas pour moi, c'est que les acteurs économiques négligent un aspect qui est très important. On ne met pas les médias en avant. Je parle sous le contrôle de l'ONTAR. On ne met jamais les médias en avant. Une petite histoire, ils ont bâti un projet, un plan, et au dernier moment, ils ont dit, mais tiens, où sont les journalistes? Oui, c'est à ce seul moment qu'ils ont pensé aux journalistes. Ils ne pensent pas en amont aux médias. Quand je parle des médias, pas de personnes intuitives, personnes, Matar, Mamoudou Ndiaye ou bien Exou, Madame Ndiaye ou quelqu'un d'autre, non. C'est-à-dire, c'est de concevoir que ce que nous voulons bâtir doit nécessairement se faire accompagner par les médias. Et surtout en ce moment, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des médias. Ça veut dire quoi? Que ce que nous voulons faire, si nous nous restons entre nous et que nous excluons ceux-là qui vont devoir porter les messages vers l'opinion, mais on rate. Il faut les associer en amont pour qu'eux-mêmes ils comprennent, ils soient au même niveau de compréhension que ceux-là qui ont conçu les projets. Mais si on laisse, et après on termine, on boucle le dossier, et ensuite on dit aux journalistes qui sont là, je les respecte beaucoup, c'est mes jeunes confrères, ils sont là et puis ensuite on leur dit, bon voilà ce que nous avons décidé. Mais eux, ils vont annoncer ce que vous avez décidé. Mais s'ils étaient associés en amont dans la prise de parole, dans la prise de décision et des orientations, comme le brillant parlementaire qui a parlé tout à l'heure, mon jeune frère ici, parce qu'il s'est impliqué du mieux qu'il a pu, il est aujourd'hui arrivé à être, n'est-ce pas Matar, un honorable député. Moi, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut réorganiser les choses. Tenez, il n'y a pas un chef d'État européen décidé à aller en mission qui laisse en rade les médias. Jamais. Au contraire, souvent même, les États s'organisent pour que les médias partent en premier, précèdent l'arrivée du président ou bien l'arrivée justement des officiels. Mais ici, à la limite, on ne les invite même pas. C'est au retour qu'on en parle en disant « oui, j'étais en Malaisie, j'étais dans tel pays, dans tel autre pays, ainsi de suite ». Non. Je termine par là. Le Burkina Faso et le Rwanda ont dit, les Burkinabés disent, nous prenons les exemples des études menées au Sénégal et nous les appliquons.
Les autres ont dit, nous réalisons ce que nous voulons, et après, il paraît que les Sénégalais admirent le Rwanda, et tous, justement, se retrouvent là-bas à la queue de l'heure. Merci. Merci, absolument. Je pense que les médias, on ne le dira jamais assez, ont un rôle transversal de tout moment. Aujourd'hui, les médias, je le dis, c'est une nourriture. Les médias se consomment au quotidien, chaque jour renouvelés, chaque jour avec ces nouvelles recettes. Il est important, effectivement, pour pouvoir faire ce travail de lobbying, pour pouvoir anticiper, pour rendre compte des lois qui sont en train de se faire, pour montrer les projets qui sont en train de faire, saisir les difficultés, il est important que nous donnions aussi, nous autres les médias, plus de place au débat économique. Tout est entre les faits divers, la politique politicienne et les khawarés permanents où c'est... Je le dis, si on prend toutes les chaînes confondues, pays par pays, il n'y a pas plus de 200 à 300 maximum sur le large intervenants qui sont sur tous les plateaux de télévision à longueur de journée, à longueur d'année. Parmi ces gens qui sont intervenus aujourd'hui, qui a déjà vu la dame qui est venue tout à l'heure, qui l'a déjà vu sur la télévision? Qui voit à l'une salle sur les trucs de télévision? Qui voit tel autre truc? Qui voit Maboussouia? Ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun d'entre vous peut être un cas spécifique. Il faut reprendre et recentrer le débat autour des... Au moment où on parle de TNT, de profiter de sujet. Aujourd'hui, sur nos têtes, là, au Sénégal, il y a la capacité de capter 1500 chaînes de télévision. Au moment où je parle. Dans ces 1500, on parle de TNT et tout. Capacité, même au niveau national, d'avoir 300, 400 chaînes. Quel contenu on met? Les Chinois qui viennent nous parler dans nos langues nationales, en Pulaar, en Swahili, ou bien, au-delà de nos chaînes généralistes qui se ressemblent comme des sœurs siamoises, on prend le pari de faire des chaînes thématiques. Sur l'éducation professionnelle, pas l'éducation comme nous on l'a vécu là avec des docteurs, tout ça, quelquefois qui ne servent à absolument rien. Les faiseurs de richesse dans ce pays et dans la plupart des pays africains, les faiseurs de richesse, je ne dis pas ceux qui sont enrichis. Ce ne sont pas des gens qui ont des bacs plus 10 ou plus 20. Et d'où l'importance de la mise en œuvre. D'où l'importance effectivement d'avoir des chaînes thématiques sur la santé, l'environnement, l'éducation, etc., etc. Voilà les véritables défis, sans lesquels, comme on le dit, on sera toujours là, dans les mêmes débats, dans un cercle infernal, sans fin, sans réalisation, avec tout son cortège aujourd'hui de risques. Parce que les gens qui n'auront pas de travail, les gens qui ne peuvent pas assurer leur dignité au quotidien, tous ces jeunes que vous voyez là à longueur des routes qui vendent noix de cajou, etc., qui courent, etc., les agresseurs, etc., etc., nous serons tous, tant que nous sommes, des cibles privilégiées, parce que constituant une hyper-minorité qui n'offre pas de perspective à sa jeunesse, à ses femmes, à son pays. Aujourd'hui en Afrique, et la Deutsche Welle le prouve, la chaîne allemande, 77% de la population africaine a moins de 35 ans. Le programme 77% a été conçu et vient de ça, d'après des études qu'ils ont faites. Et nous faire confiance également à nous-mêmes. Mais c'est comme si on est dans des paradigmes, le grand frère va là en parler peut-être que moi, sociologique, où on a le complexe de la réussite. Et moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, je vois Babacar, je vois Dembaka, tous les autres, etc., qui sont là, qui réussissent, pas seulement dans le domaine mais d'autres, Mademba, etc., qui sont des exemples, je veux dire en wolof, mais je ne prends pas le sable pour mettre dans le couscous ou dans le gari. Donc nous sommes interpellés dans nos valeurs, dans nos manières d'être, dans nos manières de nous comporter. Parce que notre continent, c'est vrai, c'est pas seulement le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. Il se construit ici et maintenant. Mon nom c'est Hassan Benk. Et j'ai la particularité d'avoir étudié en Chine. Je suis allé étudier en Chine en 1978. Je suis ingénieur textile de formation. Alors, je viens faire un témoignage sur le secteur du textile. J'ai connu le président Moubarak quand il était président du conseil d'administration de la Solidar en 1996. Et j'ai fait 10 ans d'industrie textile à Icotaf comme chef de production. Icotaf avait un personnel d'à peu près 1500 à 1800 personnes. Sotiba faisait un peu plus de 2000. Je suis allé étudier le textile parce qu'il y avait ces industries qui étaient à Dakar. Alors, j'ai été recruté avant d'avoir terminé mes études. Je suis venu comme jeune ingénieur trouver mon poste à Icotaf. La zone Pikine, Thiaroye, n'avait pas de chômeurs parce que tous les jeunes qui étaient dans cette localité travaillaient dans ces industries.
Icotaf, en dehors de donc, tout ce qui était fait, les tissus qui étaient fabriqués et qui étaient vendus sur le marché local, Icotaf habillait tout le Sénégal, l'armée, la police, la gendarmerie, la douane, l'administration pénitentiaire, les chaussures des militaires, les patogas, les tissus étaient fabriqués à Icotaf et envoyés à Bata à Rufisque. On habillait l'armée mauritanienne, l'armée ivoirienne, l'armée de la Haute-Volta, du Congo et du Gabon. En 1980, nous avions des chiffres d'affaires mensuels de 500 millions. Mensuels. Où est-ce que s'est passé tout cela? Avec la politique des nouvelles politiques industrielles, de la dérestructuration. Donc tout cela a fermé. Avant, pour importer un article en textile, il fallait aller à la commission, à la chambre de commerce, tous les vendredis, qui donnait l'accord pour importer un tissu ou une chaussure. S'il y avait un fabricant au Sénégal qui le faisait, la chambre de commerce vous disait non. Vous allez l'acheter sur place. Tout ça a disparu. Il y a plus de... En 1990, quand moi j'ai quitté, je suis arrivé en 83 et j'ai quitté en 93. En 90, déjà, on sentait que ça commençait à battre de l'aile. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait beaucoup de fraudes qui venaient de Gambie. On s'est battu avec la douane pour arrêter la fraude qui venait de Gambie, mais on ne pouvait pas avoir la fermeture des frontières. Donc l'industrie de fil en aiguille, elle s'est... Voilà, elle a fermé. Il y avait Icotaf, Sotiba, la cotonnière du Cap-Vert, la NSTS. Par la suite est venue la Sotexka. Mais tout cela, nous avons ce potentiel parce que vous prenez les industries de confection qu'il y avait à Dakar. On a parlé de la cive. Les tissus que la cive confectionnait, les jeans, ils étaient fabriqués ici. Ils étaient fabriqués sur place. Non mélangères, les tissus que nos femmes mettaient, je ne parle pas du wax et du Lagos. En dehors de ça, il y a autre chose, il y a l'épagne. Et tout cela a été fabriqué sur place. Je pense qu'il y a quand même une réflexion qu'il faut porter. Moi, quand je suis arrivé en Chine comme étudiant, nous avions une bourse de 5 000 francs, 100 francs français. 100 francs français par mois. Et on avait, notre bourse était plus élevée que le salaire de nos professeurs. Aujourd'hui, les étudiants sénégalais qui sont en Chine, moi j'y vais depuis lors, je suis en Chine. Ma fille a fait un doctorat en Chine, mais quand elle faisait son doctorat, elle avait 3 000 yuans de bourse, ça faisait presque 300 000 francs. Alors que nous, on avait 5 000 francs. Le niveau de vie a changé. Pourquoi? Le développement, l'industrialisation, c'est ça qui pousse, qui élève le niveau de la vie des populations. Nous sommes restés dans un état tel que la Chine s'est développée, tous ces pays, la Corée. Mais ils se sont développés avec l'industrialisation. Monsieur Lo, vous êtes arrivé à Taïwan en 1996. Vous vous rappelez bien de la mission que vous avez menée. Vous aviez organisé un séminaire. J'étais l'organisateur du séminaire en juillet 1996. Vous étiez avec le président Diouf. Vous m'aviez trouvé sur place. On a beaucoup échangé sur le plan industriel, mais rien n'a été fait. Rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a dit tous les projets ont été étudiés au Sénégal, mais ça ne bouge pas. Ça fait 30 ans qu'on parle de la même chose. Il faut qu'on produise ce qu'on mange. Il faut qu'on mange ce qu'on produit. Il faut qu'on arrive à produire des choses pour nous habiller. Des choses que le président l'a signalé tout à l'heure. Et c'est ça notre grand problème. Nos industries, tant que le pays ne s'industrialise pas, on ne pourra pas prétendre à un développement. Et je crois que ce sera un grand plaisir, président, de vous rapprocher de vous, parce que quand même, je pense que dans ces il y a plein de choses. Moi, l'expérience que j'ai tirée d'Asie, c'est quoi? C'est qu'un peuple ne peut pas se développer s'il ne produit pas ce qu'il utilise. Et les Asiatiques, ils ont la fierté d'utiliser vous allez voir un paysan chinois en pleine campagne. Il vous dira, moi je suis fier de porter ce qui est fabriqué en Chine. Même s'il a la possibilité d'avoir autre chose, mais il ne le paiera pas. Il porte ce qui est fait chez lui. Et malheureusement, nous ici, l'État ne facilite pas les choses aux industriels et la mentalité, on continue à faire croire à la jeunesse que les meilleures choses, c'est ce qui vient de l'extérieur et qu'il faut aller les prendre. Non. Les exemples sont ici.
Nous avons des capitaines d'industrie et que l'État doit accompagner les gens pour arriver à changer l'État. En tout cas, moi je suis très content, je serai très fier de faire partie de votre truc. Merci bien. Merci Hassan. Voilà, les deux, on a deux. Voilà, venez. Voilà. Merci Matar. Bonjour tout le monde. J'avais décidé de ne pas parler, mais après le passage de ce monsieur-là, je tenais court que court à faire un témoignage pour confirmer ce qu'il dit. Bon, moi je m'appelle Yorodia, je suis journaliste. Je suis le président de l'association sénégalaise des anciens de l'ENA. Donc je suis un ami du club des investisseurs, si on peut dire comme ça. Je voudrais juste confirmer ce que le monsieur vient de dire, parce que je suis de Thiaroye-sur-Mer. Et il y a de cela quelques temps, quand on a parlé d'emploi, j'ai dit mon village de Thiaroye-sur-Mer a été le seul village qui a connu le plein emploi. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait les bus de la Soutiba qui venaient devant la grande mosquée de Thiaroye-sur-Mer pour demander aux Lébous de venir travailler à la Soutiba. Et le monsieur faisait tout pour les convaincre. Les gens ne voulaient pas. Parce que les gens pensaient que le métier noble pour un Lébou, c'était d'aller à la mer. Et de l'autre côté de mon village, donc nous avions la mer, de l'autre côté du village, pour les gens qui prenaient la nationale avant l'autoroute. Et puis on disait que Thiaroye, comment on appelle ça, les choux, moi Yapou Thiaroye. On a produit tellement, on était les plus grands producteurs de choux. Donc, et puis la troisième alternative, on avait la mer, on avait le maraîchage, on avait la Soutiba. Donc les gens avaient le choix. Donc c'était ça le plein emploi. C'est pour confirmer, je suis énarque, mais je suis très critique par rapport au politique que développe l'État. Le grand problème du sous-développement, c'est l'État, ce qu'on appelle l'État stratège. Et ce qui fait qu'à Thiaroye, comme l'État n'a pas été stratège, en quelque temps, ça a périclité. Avec les accords de pêche, il n'y a plus de poissons dans l'eau. Et puis, avec la spéculation foncière, on a détruit les champs. Et là, Soutiba, avec les importations massives, il n'y a plus d'industrie. Donc c'est tout à fait normal que Thiaroye-sur-Mer soit le village le plus impacté par l'immigration clandestine. Vous ne pouvez pas fermer des jeunes comme ça dans un village. Ils ne peuvent plus aller en mer parce qu'il n'y a plus de poissons. Ils ne peuvent plus aller cultiver parce qu'il n'y a plus de champs. Et les industries ont fermé. Donc c'est tout à fait normal. Donc je tenais à faire ce témoignage-là parce que pour dire que dans ce pays-là, les gens ont connu un plein emploi. Tout ce qu'on fera, tout ce qu'on dira, si l'État, comme on dit, quel soit le schéma économique que vous prenez, quand vous êtes communiste, l'État c'est à 100%. Quand vous êtes libéral, l'État c'est important parce que c'est l'État qui crée le cadre. Et donc c'est ça le problème. Il parlait de la Chine. Il y a une anecdote qu'on donne souvent en économie, c'est quand Deng Xiaoping a remplacé Mao, il est parti à Singapour voir Lee Kuei. Et c'est quoi l'histoire de Singapour? Singapour, pendant la colonisation, c'était un entrepôt de l'armée britannique. Et en quelque temps, Singapour a décollé. Quand Deng Xiaoping, qui est venu à Singapour, il a vu, il a dit, mais c'est pas possible, nous sommes un continent, vous êtes une petite île, donc comment vous avez fait? Et Deng lui a dit, Lee Kuei lui a dit, la différence entre vous et nous sommes des capitalistes. Donc nous acceptons l'inégale répartition des richesses. Mais vous êtes des communistes, vous acceptez l'égale répartition de la pauvreté. Un pays ne se développe pas, et ça malheureusement c'est l'héritage que nous avons hérité de la France. Un pays ne se développe pas sans des milliardaires. Et ici, comme en France, on aime détester nos milliardaires. Tu vois quelqu'un, c'est pourquoi vous voyez de grands Sénégalais partout, mais dès qu'ils reviennent au Sénégal, et puis quand on voit quelqu'un comme Icône, quand quelqu'un comme Icône, c'est une star mondiale. Mais dès qu'il vient au Sénégal, les gens le ramènent toujours à sa condition d'origine. Les pays qui se développent, c'est des pays qui acceptent le primat du secteur privé. L'État crée le cadre pour que les gens du secteur privé puissent créer la richesse. J'avais décidé de ne pas intervenir, mais le monsieur qui est là, qui a parlé du COTAF et de Soutiba, je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Je vous remercie.